Protéger efficacement les enfants, c'est les mettre à l'abri de toutes les situations les exposant à de mauvais traitements tels que l'exploitation et les abus sexuels, la traite des enfants, les travaux dangereux, la violence, l'absence de logement et le travail de la rue, les effets des conflits armés et notamment l'enrôlement par les formes aux groupes armés, les pratiques néfastes telles que le mariage d'enfants, le manque d'accès à la justice et le placement en institution de façon inutile. Le Burundi l'a très tôt compris en plaçant l'enfant sous la protection de ses parents, de la communauté et de l'État. Si on considère l'adage Rundi qui dit « Umwana si uwumwe », l'enfant n'est pas pour un seul. Mais pourquoi doit-on protéger l'enfant et qu'est-ce qu'on entend par enfant? L'enfant, au sens de la Convention des droits de protection de l'enfant, est tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte, plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Il doit être protégé en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle et a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. Mais alors, quelle est la différence entre la protection de l'enfant et la Convention relative aux droits de l'enfant? Selon Madame Christian, chef du programme protection de l'enfant à l'UNICEF Burundi, la protection de l'enfant et la Convention relative aux droits de l'enfant sont deux notions différentes. Pour distinguer la Convention et la protection de l'enfant. Donc la Convention, elle est sur les droits de l'enfant, donc sur tous les droits, que ça soit droit à la protection effectivement, mais aussi droit à l'éducation, droit à la santé. Et au contraire, là, la protection de l'enfant et les systèmes de protection, ça concerne vraiment uniquement la protection des enfants contre les violences, les abus et l'exploitation. Donc c'est juste une petite partie de tous les droits sur lesquels travaillent les systèmes de protection. Je pense qu'il faut distinguer aussi du système de protection effectivement qui est composé vraiment du cadre légal et politique sur la protection des enfants, qui est composé des outils pour identifier et référer et appuyer des enfants vulnérables, victimes de violences ou d'abus et d'exploitation, d'acteurs formés, donc de travailleurs sociaux, de paraprofessionnels, de normes sociales qui soutiennent la protection des enfants. Tout ça, ça fait le système de protection. Depuis que le Burundi a adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990, un cadre légal qui est venu renforcer un système traditionnel de protection de l'enfant qui existait déjà, a connu des avancées en matière de protection de l'enfance, malgré de nombreux défis liés à son contexte socio-économique. Le Burundi a ratifié la plupart des instruments internationaux en matière de protection de l'enfance. En 2006, le Burundi a pris des mesures de gratuité de scolarité au fondamental, mais également des mesures de gratuité de maternité pour les femmes, ainsi que la gratuité des soins pour les moins de 5 ans. En avril 2012, sous l'égide de différentes organisations œuvrant dans le domaine de protection de l'enfance, une politique nationale de protection de l'enfance a été mise en place avec deux systèmes de protection, un système de protection communautaire et un système judiciaire. Bien sûr, la protection de l'enfant n'est pas figée. Elle a connu des évolutions et des changements plutôt positifs à travers les années, selon les avis des experts et acteurs de la protection. Ces dernières années, je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a un département qui est dédié à l'enfance et à la famille au niveau du ministère de la Solidarité nationale. Donc ça, c'est toujours une bonne chose d'avoir quand même un département dédié. Il y a aussi des services décentralisés du ministère qui couvrent tout le mandat du ministère, mais voilà, qui sont quand même là et ça inclut les questions de protection de l'enfant. Et là, il y a eu une bonne évolution très récemment, il y a 2-3 mois, avec un nouveau décret qui fait que maintenant les anciens centres de développement familial et communautaire ont été transformés en direction provinciale de développement familial et social. Donc ça, c'est bien. Donc ça permet, on espère, de la doter avec un peu plus de moyens dans l'avenir. Et selon le décret, il faut avoir aussi 2 assistants sociaux par commune. Donc ça, c'est bien parce que ça renforce la présence des services décentralisés pour pouvoir faire la gestion des cas de protection de l'enfant, en fait, dans les communes.
bon, dans le pays, quoi, à travers tous les pays. Il y a aussi eu la mise en place des comités de protection de l'enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est entré bien. C'est des structures à base communautaire, mais qui sont quand même reconnues formellement. Et donc, ça crée quand même un maillon pour pouvoir identifier, référer, appuyer des enfants, n'est-ce pas, vulnérables. Donc ça, c'est des choses qui évoluent cette dernière année. Au niveau colline, nous avons le chef de colline qui doit être à la tête de cet comité de protection. Il y a 2 enfants différents qui sont choisis au niveau de cette colline. Il y a aussi des femmes différentes et des hommes. Vous comprenez bien qu'il constitue ce qu'on appelle le comité de protection de l'enfant au niveau collinaire. Alors, au niveau de la zone, nous avons, vous savez bel et bien que la zone est constituée par des collines. Il y a cet ensemble-là des chefs de collines qui viennent. Et puis on ajoute encore des enfants, on ajoute les 2 femmes et puis les 2 hommes. C'est-à-dire quoi, s'il advenait qu'il y a une question qu'on ne parvient pas à résoudre au niveau colline, cette question est transmise au niveau zone. Et si il y a une question qui concerne la protection de l'enfant au niveau zone, et qu'on ne parvient pas à résoudre cette question au niveau zone, on va transmettre encore une fois au niveau commune et la constitution des membres de ce pays communal est faite de la sorte que on a le conseiller technique chargé des affaires sociales, on a 2 enfants différents toujours qui doivent représenter la catégorie visée. Et puis, on a un assistant social au niveau commune qui relève du ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. Alors, s'il advenait que la question ne parvient pas à trouver une solution adéquate au niveau communal, cette question sera transmise au niveau province. Et là-bas, on va parler de CPCPE. Et la constitution est la suivante. On a les conseillers techniques des différentes communes constituant cette même province. Et puis, on va ajouter le conseiller social, chargé des affaires sociales au niveau province. Et puis, on va ajouter 2 enfants toujours différents. Et puis, on va ajouter une personne qui a une fonction de coordinateur provincial, relevant bien sûr du ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. Et puis, on va ajouter le président, cette fois-ci, le président du tribunal de grande instance du ressort, en plus du procureur de la République du ressort. Alors, il arrive des cas où la question qui concerne la protection de l'enfance au niveau province, on n'arrive pas à trouver la solution adéquate. Cette question sera alors transmise au niveau de la Commission nationale qui est composée par le ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, c'est lui le pilote, et puis on ajoute le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, et puis on ajoute aussi le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense. Malgré toutes ces avancées, le Burundi se heurte à de grands défis, surtout liés à son contexte économique.
C'est maintenant le pays le plus pauvre du monde, avec un taux de fécondité de 5,18 enfants par femme selon la Banque mondiale. Plus de la moitié de la population est constituée par les enfants âgés de 0 à 17 ans. 65% de la population vivait en dessous du seuil de la pauvreté en 2014 avec moins de 1,90 $ par jour. Actuellement, plus de 7000 enfants sont en situation de rue. Étant les premiers concernés, les acteurs de la protection de l'enfance au Burundi relèvent les défis auxquels ils font face et offrent des recommandations qui, selon eux, rendront le travail plus facile et la protection plus efficace. Par exemple, il y a une loi qui prévoit la mise en application de mesures alternatives à la détention, comme mesures non privatives de la liberté, donc ce qu'on appelle les TIG, les TIG, travaux d'intérêt général par exemple. Donc une personne qui a commis un crime mineur, imaginons, je ne sais pas, quelqu'un qui a volé 1000 francs, l'envoyer en prison ou dans un centre de rééducation pour les mineurs, ça coûte à l'État beaucoup plus que les 1000 francs qu'il a volé. Vous voyez, parce que les garder, lui donner à manger pendant 1 an par exemple, etc. Donc l'idée c'est de faire par exemple de la médiation communautaire, c'est de trouver des mesures alternatives à la détention. Donc elles restent chez elles, mais elles doivent par exemple 2 fois par semaine aller faire des travaux d'intérêt général. Donc nettoyer les rues, aider à la campagne par exemple, faire des mesures de lutte contre l'érosion des sols, faire des bassins versants, etc. Ça c'est bien parce que la personne en même temps elle est punie, elle comprend qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien, mais en même temps elle fait des choses qui sont d'intérêt général. Et comme punition, entre guillemets, il faut quelque chose qui peut servir à la communauté. Et ça peut être appliqué pour les enfants, par exemple, entre 16 et 18 ans. Parce que les enfants entre 16 et 18 ans peuvent travailler, selon la loi. L'âge minimal pour travailler, c'est 16 ans. Ça c'est très bien. Et la loi, elle est là. Sauf qu'il n'y a pas d'organisation derrière qui puisse supporter ça. Parce que c'est pas juste envoyer les gens comme ça dans la rue, nettoyer. Il faut qu'il y ait un encadrement, il faut que quelqu'un contrôle que ces personnes vont là où ils doivent être. Et il faut les transporter, il faut leur donner les outils pour travailler. Enfin, c'est toute une organisation derrière. Et ça, c'est juste un exemple. Mais il y a d'autres exemples, par exemple, il y a d'autres exemples où on a des bonnes lois, bien faites, mais derrière, il n'y a pas la mise en application. Je pense au manque des ressources, bien évidemment, parce que ces choses-là, ça demande de l'argent. La politique de lutte contre le phénomène de la mendicité des enfants en situation de rue, c'est la même chose. Elle est très bien faite. Franchement, je trouve qu'elle est très avancée, elle est très bien, sauf que pour vraiment faire tout ce qu'il y a là-dedans, donc faire des centres qui ne soient pas des centres de détention pour les enfants en situation de rue, mais des centres où les enfants peuvent vraiment recevoir un appui psychologique, par exemple, un suivi médical, avoir des activités psychosociales, un appui à leur intégration dans leur famille, un dialogue avec la famille. Dans la stratégie, tout est là. Sauf qu'un centre comme ça coûte beaucoup d'argent. Et parmi les défis justement en matière de protection de l'enfant, il y a l'absence de cet instrument unique, ce qu'on appelle Children Act ou le Code de protection de l'enfant, qui doit renfermer l'ensemble des dispositions et règles de droit qui régissent le domaine de protection de l'enfance. Actuellement, on trouve ces différentes dispositions relatives à la protection de l'enfant dans les différentes lois. Et au Burundi, c'est généralement dans le code des personnes de la famille, c'est dans le code pénal, c'est dans le code de procédure pénale, c'est dans les lois spécifiques comme la loi en rapport avec les violences basées sur le genre, et bien dans d'autres instruments. Donc ces normes sont éparpillées dans les différentes lois, alors qu'elles devraient se retrouver dans ce code-là unique. Un autre défi aussi, c'est par exemple la gestion des cas. Alors, la protection de l'enfance,
La base vraiment de la protection de l'enfance, c'est la gestion des cas. Les enfants rentrent dans un système de gestion des cas, ils sont pris en charge par des ONG, par les structures locales, par les ministères, par la ligne d'écoute, voilà. Mais les enfants doivent rentrer dans un système, ils doivent être enregistrés, il doit être un système de référencement vers des structures. Si l'enfant a été victime de violences sexuelles, si l'enfant a été victime de violences physiques, il faut qu'il soit référencé à différentes structures et contre-référencé après ou à nouveau dans les systèmes publics, voilà, ou à d'autres structures encore. Tout ça n'est pas harmonisé à niveau national. Donc, le ministère de la Solidarité a des procédures standards de gestion des cas, mais elles ne sont pas appliquées par tout le monde. Tout le monde fait un peu comme il veut. Donc, chaque organisation a ses systèmes de gestion des cas, mais ça, c'est pas bien. Il faut vraiment un effort de coordination. Comme je dis souvent, on peut avoir quelque chose qui est un problème de protection, mais qui, à la base, la cause n'est pas une situation de protection et la solution n'est pas non plus nécessairement une solution de protection de l'enfant. Donc, beaucoup d'ONG font du travail de protection, mais effectivement, se retrouvent plutôt à faire la réponse, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants se trouvent dans la rue? En fait, globalement, il y a deux raisons. La première, c'est les violences à la maison et dans la communauté. Et là, ces ONG peuvent intervenir. Mais la deuxième et une très, très grande raison, en fait, qui joue beaucoup, c'est la pauvreté. On peut avoir beaucoup d'ONG qui travaillent sur la protection des enfants, mais qui vont pour autant pas alléger la pauvreté des ménages, n'est-ce pas? Donc, je suis convaincue qu'un travail vraiment en profondeur sur la pauvreté, ça pourrait avoir un effet positif sur le nombre d'enfants vulnérables, que ce soit des enfants dans la rue, des enfants qui travaillent, parce que voilà, ils ont besoin de travailler pour contribuer aux revenus, des enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle, parce que voilà, elles espèrent avoir des petites faveurs en échange des relations sexuelles, par exemple, tout ça, ou même les violences à la maison, des parents qui sont stressés, qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants le soir, vont être moins bien disposés pour pouvoir discipliner leurs enfants de manière positive, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, ça joue. Donc la pauvreté est un facteur qui est très important et qui ne va pas être résolu par des ONG qui travaillent sur la protection de l'enfant en tant que tel. Donc pour ça, il faut plutôt regarder d'autres acteurs. Après, oui, sur la question de violence, ces ONG peuvent travailler, ça c'est sûr. Et par exemple, l'UNICEF travaille avec des partenaires sur la prévention de la réponse aux violences déjà depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'on va commencer un nouveau programme pays avec le gouvernement en janvier de 2024 à 2027 et c'est vrai qu'on a mis un très grand focus sur la question de violence dans ce nouveau programme parce qu'on dit que c'est un des problèmes principaux avec lesquels on veut travailler ici. Je pense qu'il faut accélérer les choses pour pouvoir mettre en place cet instrument. D'autant plus que c'est une des recommandations du Conseil des droits de l'homme. C'est aussi une des recommandations de l'organe qui est chargé de veiller au contrôle de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'homme. Il faudrait mobiliser les bailleurs, Banque mondiale, l'UNICEF, des bailleurs qui ont plus de moyens que les simples ONG. Ou sinon, mettre plusieurs bailleurs ensemble et essayer de financer ça. Il faut que tout le monde soit coordonné et tout le monde utilise le même système de gestion des cas. Après, le souci, c'est aussi que ce système de gestion des cas n'est pas informatisé. Jusqu'à quand on gère ça sur les papiers, les choses peuvent être perdues. Il faudrait déjà que tout le monde adopte les mêmes systèmes de gestion des cas et ensuite que ces systèmes de gestion des cas soient informatisés, digitalisés au niveau du ministère. Ça aussi, c'est des ressources, bien évidemment. Pour moi, c'est sur la gestion des cas.
c'est le déploiement. On a maintenant adopté les outils, les procédures, donc c'est maintenant le déploiement de ça. Puis le renforcement des travailleurs sociaux, en fait de tout le corps de travail des services sociaux. En fait, je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est très important parce que d'un côté tu as besoin des outils, de l'autre côté tu as besoin des gens qui sont bien formés et qui ont les moyens de faire leur travail. Donc quand je parle de renforcement de corps de travail des services sociaux, je parle pas seulement de renforcement de la capacité, mais aussi renforcement du budget de fonctionnement, renforcement du système de recrutement, de supervision, tout en fait. Et ça, c'est ces deux grands éléments, et même dans les études que UNICEF a fait sur les aspects sur lesquels on peut travailler qui font le plus avancer le domaine de protection, ce sont deux aspects qui à chaque fois ressortent comme très forts, très importants. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a maintenant vraiment appuyé le gouvernement pour l'adoption de ces outils et de ces procédures standards, et qu'on va maintenant vraiment travailler sur le déploiement. Et d'ici l'année prochaine, on compte aussi vraiment investir plus sur le renforcement du travail social dans le pays. Et puis une troisième chose couplée à ça, c'est le renforcement, mais ça va pour moi ensemble, c'est le renforcement des comités de protection de l'enfant. Mais pour moi, je considère même que ce sont des acteurs communautaires qui font quelque part partie du corps de travail des services sociaux ici au Burundi. Et donc voilà, c'est là où on est actuellement. On vient de lancer une cartographie des comités de protection de l'enfant à travers tout le pays, qui est fait avec, encore une fois, sous le leadership du département de l'enfant et de la famille, avec plein d'ONG, et qui va après nous renseigner sur quel est vraiment l'état des lieux et où se trouvent les gaps, et qui va nous permettre d'avoir une stratégie plus harmonisée pour les renforcer aussi. Donc je pense que pour moi, si on peut avancer sur ces trois aspects, je pense qu'on va faire un changement. Après, il y a une autre chose qui est un peu différente, mais ce que je disais, les questions de violence est très élevée ici au Burundi, la prévalence des violences faites aux enfants. Donc, on doit en parallèle avec tout ce que je viens de dire, aussi vraiment travailler sur les normes autour des violences pour essayer de vraiment impacter sur la prévention en fait. Donc, que la prévalence diminue. Sinon, on peut renforcer tous les mécanismes qui aident à répondre, et qui certes aussi jouent un rôle dans la prévention, parce que si on a des travailleurs sociaux bien formés, ils peuvent identifier des enfants vulnérables avant que quelque chose n'arrive, mais il faut quand même aussi qu'on travaille vraiment sur des interventions de prévention très spécifiques. Nous avons le nombre de 35 enfants orphelins ici. Nous avons 21 filles et 14 garçons. Nous accueillons des enfants à l'âge de 4 ans. Notre souci ici dans notre association, c'est le souci de ces enfants et aider aussi le gouvernement du Burundi. Nous encadrons les enfants, ce n'est pas tout simplement pour les donner de quoi manger de tous les jours. Donc on les donne de quoi manger, mais il faut aussi préparer leur avenir. Et comme je dis souvent aux gens qui sont ici voix islamique, ils pensent que nous accueillons tout simplement les enfants musulmans. Ce n'est pas notre souci. C'est-à-dire que quand c'est l'orphelinat, c'est les enfants du pays, pas d'ethnie, pas question de couleur de peau, et pas question de dire qu'il est je ne sais pas comment, non. Nous accueillons, si les musulmans, catholiques et protestants, nous accueillons tout simplement n'importe quel enfant, mais que ça soit tout simplement orphelin.
Toute personne qui travaille avec Terre des Hommes, en soi, après la signature de la politique de sauvegarde de l'enfant, c'est-à-dire son acte d'engagement, que ce soit sur terrain, il doit toujours faire en sorte qu'il évite des actions qui peuvent nuire aux intérêts supérieurs de l'enfant ou aux autres bénéficiaires qui sont directement en contact avec l'enfant. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que la politique de sauvegarde de l'enfant agit non seulement pendant les heures de service, mais ça agit 24 heures sur 24. Ça nous poursuit même dans nos relations familiales. Chez nous, on doit toujours observer l'intérêt supérieur de l'enfant et le contenu de la politique de sauvegarde de l'enfant. La politique de sauvegarde de l'enfant tire aussi son origine au niveau de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les mineurs en conflit avec la loi, on fait beaucoup plus référence dans son application aux articles 37 et 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est-à-dire que, en premier lieu, on fait que la Fondation Terre des Hommes, dans ses actions, prône pour la liberté de l'enfant plutôt que la privation de sa liberté. Mais au cas où il juge nécessaire que l'enfant soit privé de liberté, on fait en sorte que la mise en application de toutes les garanties dont l'enfant mineur en conflit avec la loi qui est privé de liberté doit bénéficier, c'est-à-dire qu'il soit assisté, l'identification de ses besoins au niveau de la police, au niveau du parquet, qu'il ait une assistance légale, c'est-à-dire droit à un avocat, droit à un interprète, mais également à ce que le procès soit tenu dans une certaine intimité, c'est-à-dire le huis clos, pour que l'enfant ne soit pas exposé au public, parce que déjà on ne parle pas d'enfants criminels, on parle d'enfants délinquants ou bien de mineurs en conflit avec la loi, parce que dans ces instances-là, on fait toujours référence à une seconde chance qu'on doit offrir à l'enfant, parce qu'après, il doit avoir une autre vie, vu que son excuse de minorité fait que la commission de ces infractions est liée à son manque de discernement. Donc, à tout moment, on doit toujours observer ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procès impliquant les mineurs. Pour que la réintégration soit réussie, elle doit se baser sur l'engagement à 3 niveaux. Il y a d'abord l'enfant, il y a la famille ou la communauté, il y a aussi la société. On doit s'entretenir avec l'enfant, s'entretenir sur son identité, son âge, son nom, sur ce qu'il aime, ses émotions, tout ça. On doit aussi tenir compte de sa famille, de sa communauté. On essaie d'échanger avec sa famille, comment ils vont recevoir l'enfant. Une fois arrivé dans la communauté, une fois qu'on a préparé la famille, on essaie d'identifier des personnes de référence. Il y a le CDFC qu'on doit contacter pour qu'il facilite aussi le suivi. On remet l'enfant au CDF, au CPE et aussi à l'administration. Prison d'Origui, et j'ai passé une année et 3 mois, puis j'ai été libéré. Puis il y a eu Terre des Hommes qui est intervenu et qui m'a permis d'apprendre le métier de soudeur. Après la formation, Terre des Hommes accordait aux lauréats des outils de base. J'ai donc eu les outils et j'ai décidé de ne pas les vendre comme le faisaient certains de mes condisciples. Je suis donc rentré chez moi embrouillé. C'est Terre des Hommes qui m'a ramené à la maison. J'ai été accueilli par mes parents, le chef de colline aussi y était. Je me suis vite mis à la recherche d'un endroit où je pourrais exercer mon métier. C'est ainsi que je suis arrivé ici à Malange. On a eu un accord avec la patronne d'ici et j'ai amené mes outils et on travaille ensemble. Je confectionne des portes, des fenêtres, des portails, des charpentes, bref, les objets de la vie courante qui proviennent de la soudure. Terre des Hommes donne un kit comprenant une mêleuse, un poste à souder et tous les accessoires. Je serai toujours reconnaissant envers Terre des Hommes qui m'a permis d'avoir un métier et a facilité ma réintégration sociale.